Je me présente, Pierre Aski, je suis président de Reporters sans frontières depuis le mois de juin. Je suis journaliste depuis fort longtemps et j'ai travaillé dans des pays dont je vais vous parler et où la liberté de la presse n'est pas toujours respectée. Et pour commencer, ce visage, vous l'avez peut-être vu sur vos écrans de télévision cette semaine, c'est celui de Daphne Caruana Galizia, journaliste à Malte, le plus petit pays de l'Union européenne, et au début de semaine, elle prenait sa voiture à côté de chez elle, et boum, deux bombes l'ont déchiquetée, et son fils qui était dans l'appartement est sorti et n'a pu que constater la mort de sa mère. Daphné était une journaliste d'investigation, une blogueuse qui était devenue une sorte d'obsession permanente pour la classe politique maltaise parce qu'elle ne laissait rien passer. Elle était hargneuse, elle était parfois, elle avait la dent très dure, elle avait beaucoup d'ennemis, mais elle était aussi extrêmement populaire parce qu'elle avait réussi à montrer tout ce qu'on ne veut pas voir dans nos sociétés, parce que ce n'est pas propre à Malte. Et en particulier, elle s'était appuyée sur des révélations qui ont été faites il y a quelques mois, dont vous avez peut-être entendu parler, qui ont été abondamment couvertes par la presse ici aussi, les Panama Papers. Ce sont des milliers de documents qui sont sortis par des lanceurs d'alerte des paradis fiscaux, donc de Panama, et qui montrent comment les entreprises, les grandes fortunes de ce monde utilisent tous les rouages des paradis fiscaux, de la finance internationale, pour ne pas payer d'impôts, pour blanchir de l'argent sale, pour faire tout un tas de choses qui ne sont évidemment pas possibles dans les États. Et Daphné avait tiré des Panama Papers, c'est-à-dire des milliers de pages, elle avait tiré ce qui concernait les responsables politiques et économiques de son pays. Et elle avait commencé à tirer ses fils et à raconter des histoires de détournement. Et elle a été assassinée en début de semaine. Ça fait bien longtemps qu'il n'y avait pas eu un assassinat de journalistes d'investigation en Europe. On se souvient qu'il y a fort longtemps, en Italie, la mafia avait fait pas mal de dégâts chez les journalistes et les juges. Là, c'est un choc, je dois dire, parmi les journalistes. Christophe Deloire, le secrétaire général de RSF, est à Malte aujourd'hui, où se tient dans quelques heures un grand rassemblement international de solidarité et de soutien à la communauté journalistique de Malte qui est extrêmement ébranlée par cette histoire. Vous allez voir pendant la présentation, vous allez voir les dessins d'Ahmed Mesli qui est devant moi, qui vous tourne le dos, mais qui va laisser libre cours à son imagination et à son trait parfois cruel et sévère, mais en tout cas toujours bienveillant, et qui va essayer de raconter cette conférence en dessin. La raison pour laquelle on parle de liberté de la presse, c'est pas simplement parce qu'il y a des journalistes emprisonnés ou assassinés, c'est aussi parce que la liberté de la presse est souvent le baromètre d'une société. Lorsque cette liberté de la presse est en berne, lorsqu'elle est menacée, lorsqu'elle est attaquée, lorsqu'elle est parfois même tuée, c'est le signe d'une société qui va mal, c'est le signe d'une démocratie qui est malade. Parce que ce dont on parle, c'est un bien commun. L'exemple de Daphné dont je parlais tout à l'heure en est l'illustration parfaite. Voilà une journaliste qu'on a assassinée parce que les informations qu'elle donnait gênaient, mais étaient utiles à l'ensemble de la société. On a besoin tous d'informations fiables, vérifiées, crédibles, pour prendre nos décisions, que ce soit celle de quels médicaments nous allons acheter à la pharmacie, de quels produits nous allons acheter pour nous nourrir, avec quelle transparence, quelle garantie des processus de fabrication, mais aussi lorsque nous allons voter, évidemment, pour en savoir plus sur à la fois les programmes, l'honnêteté,
la fiabilité des gens que nous élisons. Et lorsque on réduit au silence comme ça des journalistes, c'est l'ensemble des citoyens qui sont affectés et pas simplement un journaliste qu'on assassine. Et c'est en ça que Reporters sans frontières mène cette action de protection, de défense de la liberté de la presse partout dans le monde. Et cette carte, nous y reviendrons tout à l'heure, mais elle donne la mesure, par ses codes couleurs, des endroits du monde où cette liberté de la presse est bien souvent menacée, bafouée, et dans certains endroits, les pays qui sont en noir en particulier, où elle est carrément inexistante, et nous allons en parler. Alors, dans ma vie précédente, j'étais correspondant de Libération en Chine. J'ai passé 5 ans en Chine, de 2000 à 2006. Et cette photo que vous connaissez tous, l'homme qui arrête les chars sur la place Tiananmen en 1989, donc on est le 4 juin 1989, l'armée chinoise intervient pour faire évacuer la place qui est occupée depuis des semaines par les étudiants. C'est le printemps de Pékin. Ces étudiants se sont réunis au début pour lutter contre la corruption, puis ils ont construit une statue de la liberté en carton-pâte, et puis c'est devenu une immense agora, une sorte de mai 68 chinoise, avec de plus en plus de monde pendant des semaines et des semaines. Et puis, début juin, le gouvernement décide d'envoyer les chars. Cette photo, elle est connue dans le monde entier, mais elle n'est pas connue en Chine. Pourquoi? Parce que si vous tapez place Tiananmen sur le moteur de recherche chinois, vous allez avoir une photo de tourisme de la place Tiananmen. Si vous demandez à des jeunes dans la rue s'ils ont entendu parler de ce qui s'est passé le 4 juin 1989, ils vont réfléchir. Il y a une vidéo qui a été faite par un artiste chinois un peu facétieux, qui est allé demander à des jeunes comme ça, qu'est-ce que ça évoque pour vous le 4 juin 1989? Et ils se demandent, il y a eu un match de foot, une finale d'athlétisme, un concert, et voilà, personne ne sait, parce que cette mémoire-là a été effacée de la Chine. Et on a une génération qui a grandi tout entière sans savoir ce qui s'est passé le 4 juin. Et ceux qui savent, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà en âge de savoir à l'époque, se taisent parce que c'est dangereux. Il y a un blogueur qui est en prison depuis plusieurs années maintenant, parce que son site s'appelait Liu Se, ce qui veut dire 4 juin, donc une référence explicite à la date anniversaire, et ça suffit pour l'envoyer en prison, le fait que son blog s'appelle 4 juin. Ça, la Chine est aujourd'hui un des pays qui est passé maître dans l'art du contrôle de l'information, et qui l'a fait de manière extrêmement sophistiquée. Autrefois, à l'époque de Mao, il y avait un contrôle absolu de la pensée, c'est-à-dire que vous n'aviez accès à aucune autre source d'information. Et puis, Internet est arrivé. Et beaucoup de gens, moi compris d'ailleurs, se sont dit, ça va changer la donne, les gens vont avoir accès à d'autres informations, ils vont pouvoir se faire leur propre opinion, etc. Et en fait, le pouvoir chinois a très bien compris que, parallèlement au développement d'Internet, qui était une nécessité économique pour la Chine, et on sait que la Chine a connu un développement économique fulgurant, et elle a su utiliser la technologie pour se développer, parallèlement, le pouvoir politique a compris les menaces qu'il pouvait y avoir, et a développé les moyens de contrôle, de censure, de pression aussi, parce que beaucoup de choses se font dans l'autocensure et pas dans la censure, et on fait que l'Internet chinois est aujourd'hui une sorte d'intranet, c'est-à-dire un système qui est largement autonome par rapport au reste de l'Internet mondial, avec quelques portes d'entrée ou de sortie vers le monde extérieur qui sont faciles à filtrer. Donc vous mettez en gros ce que vous ne voulez pas que les gens voient ou sachent. Et aujourd'hui en France, par exemple, il serait totalement impossible de contrôler Internet de cette manière, parce que le pays n'a pas été conçu, le développement technologique n'a pas été conçu comme ça.
La Chine l'a conçu comme ça, c'est-à-dire à l'échelle d'un pays continent d'1,4 milliard de personnes, on a fait un système qui est tout entier, qui permet ces contrôles et cette surveillance. Et il y a une course de vitesse permanente depuis 20 ans en Chine et dans les autres pays qui ont cette volonté de contrôle, entre ceux qui veulent utiliser la technologie pour élargir les espaces de liberté et ceux qui veulent l'utiliser au contraire pour la surveillance. Aujourd'hui, il faut bien admettre que la Chine a montré que ceux qui veulent fermer ont un petit coup d'avance. Et ce qui se passe en Chine aujourd'hui en termes de contrôle et de surveillance de la technologie est assez incroyable parce qu'ils sont en train de réaliser le rêve de Big Brother, vous savez, de Orwell ou de Huxley, c'est-à-dire un monde dans lequel tout est sous surveillance et sous contrôle. Et en particulier, ils viennent d'annoncer un plan incroyable, c'est la reconnaissance faciale de tous les citoyens. C'est-à-dire que 1,4 milliard de personnes vont avoir leur visage numérisé et stocké dans des bases de données. Et ensuite, il suffira d'interroger ces bases de données qui sont connectées aux caméras de surveillance qu'il y a partout dans le pays pour savoir où était telle personne tel jour à telle heure. Et ça sont des technologies, vous savez, c'est comme dans le film Minority Report, toutes les technologies qui sont dans ce film existent, ça ne veut pas dire qu'elles sont développées et utilisées à ces fins-là, mais en tout cas elles existent. Et là, on est face à une technologie qui existe, c'est-à-dire que vous êtes filmé en général 20 fois par jour, en moyenne. Vous passez devant une banque, vous allez rentrer dans un supermarché, vous retirez de l'argent à un distributeur, vous descendez dans le métro, vous prenez, vous rentrez dans un shopping mall, etc. Vous êtes filmé sans le savoir et sans conséquence. Et ce sont ces vidéos qu'on utilise d'ailleurs chaque fois qu'il y a un attentat ou qu'il y a un événement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé là. Là, on passe à la vitesse supérieure avec le projet chinois, c'est que on peut vous identifier dans vos déplacements à partir du moment où votre visage est dans ces bases de données. Dernier volet chinois, le portrait d'un homme, Liu Xiaobo, que vous connaissez peut-être. Liu Xiaobo est un intellectuel chinois que j'ai rencontré plusieurs fois quand j'étais en Chine, qui a été condamné à la prison parce qu'il a fait un texte qui s'appelle la Charte 08. Et la Charte 08, il s'était inspiré de la Charte 77 qu'avait fait Václav Havel en Tchécoslovaquie en 1977, qui lui avait valu d'être persécuté avec un certain nombre de co-signataires. Et puis, on connaît la suite, Václav Havel est devenu président de la République tchèque après la chute du mur. Liu Xiaobo est un intellectuel. Il a fait ce que Václav Havel, autre intellectuel, avait fait en République tchèque, c'est-à-dire un texte qui, en gros, décrit une sorte de feuille de route vers la démocratisation de la Chine, avec, parmi les principaux points, une presse libre. Le droit d'association, le droit d'expression, le droit à la liberté religieuse, le droit à la liberté syndicale, tout un tas de choses qui sont aujourd'hui encore impossibles en Chine. Liu Xiaobo a été condamné à 10 ans de prison. Il a eu le prix Nobel de la paix lorsqu'il était déjà en prison. Vous vous souvenez peut-être de cette chaise vide lors de la cérémonie à Oslo, lors de la remise du prix Nobel, puisqu'on n'a même pas laissé sa femme venir chercher le prix, donc il y avait une chaise vide. Et il est mort il y a quelques mois. Les autorités ont annoncé au mois de mai qu'il avait un cancer du foie en phase terminale. Ils n'ont pas laissé partir à l'étranger pour se faire soigner et il est mort quelques semaines après. Et depuis, on est sans nouvelles de sa femme, Liuxia, qui est une poétesse, une femme qui n'a jamais été condamnée pour quoi que ce soit, qui n'a jamais été accusée de quoi que ce soit, et qui pourtant a disparu depuis la mort de son mari, qui est hors de portée de téléphone, mail ou rencontre, parce que les autorités ne veulent pas la laisser parler. Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour la Chine. Je pense qu'elle a fait
une sorte de miracle au cours des 30 dernières années en développement économique, en sortant une partie de sa population de la misère et en gérant, comme disait monsieur, une population absolument gigantesque alors que nous on a du mal à 65 millions. Eux ils sont 1,4 milliard et on voit bien les enjeux de développement qu'il y a. Mais la contrepartie de ce miracle chinois qui est une société muselée, bâillonnée et dans un cas comme ça réprimée de manière totalement indigne, le seul autre prix Nobel de la paix qui soit mort en prison depuis l'instauration du prix Nobel il y a un siècle, c'était au temps de l'Allemagne nazie. Donc c'est quand même une référence abominable. Et là, on est face à un problème majeur. Les Chinois sont face à un problème majeur qui est celui d'un régime qui ne peut pas s'imaginer autrement que dans le contrôle absolu de sa population. Ce monsieur, c'est un autre dirigeant, c'est le président turc Erdogan. Et là, depuis la tentative de coup d'État raté de l'année dernière, il y a une régression absolument phénoménale et la Turquie est devenue, en l'espace d'1 an, la plus grande prison de journalistes au monde. Il y a actuellement 160 journalistes en prison en Turquie et ça en fait la plus grande prison de journalistes au monde. Et ce qui est terrible, c'est que la répression, alors qu'il ne touche pas que les journalistes, qui touche les juges, les enseignants, toutes les catégories de la population, a pris pour prétexte cette tentative de coup d'État. Et donc au début, on s'en est pris aux gens qui soutenaient la secte Gülen de ce prédicateur qui est réfugié aux États-Unis et qui a été accusé d'être l'instigateur de la tentative de coup d'État, mais qu'on est aujourd'hui évidemment bien au-delà, puisqu'on a des dizaines de milliers de personnes qui ont été arrêtées, radiées de la fonction publique, renvoyées de leurs entreprises, et qui sont de toutes les catégories de la population, de toutes les opinions, et on a en particulier un journal qui s'appelle Cumhuriyet. Cumhuriyet, c'est le plus vieux journal turc, kémaliste, donc qui suit la personnalité de Mustafa Kemal, donc le fondateur de la Turquie moderne, qui est un laïc républicain, et Cumhuriyet a été l'objet d'une vindicte particulière de la part du pouvoir, pour une raison simple, c'est que avant même cette tentative de coup d'État, Cumhuriyet avait révélé des choses extrêmement embarrassantes pour le régime. Il avait montré comment les services secrets turcs avaient fourni des armes clandestinement à l'État islamique en Syrie. Parce que le pouvoir turc était très anti-Assad et s'était dit qu'il allait l'abattre en soutenant ce groupe djihadiste. Évidemment, ça ne correspondait pas à la ligne officielle, surtout d'un pays membre de l'OTAN. Et lorsque Cumhuriyet l'a révélé, c'était déjà il y a 3 ans, il y a eu des procès, des persécutions, etc. Et lorsqu'il y a eu la tentative de coup d'État l'année dernière, Cumhuriyet s'est retrouvé pris dans cette tornade et 15 de ses principaux dirigeants sont aujourd'hui en procès. Le procès dure depuis des mois, il y a déjà eu un certain nombre d'audiences et les principaux dirigeants sont menacés de très nombreuses années de prison. Le directeur du journal, Can Dündar, est exilé en Allemagne. Sa femme est en Turquie, elle n'a pas le droit de sortir. Lui n'a plus le droit de rentrer. C'est une situation absolument terrible. Et le journal Cumhuriyet, qui franchement n'est pas suspect de sympathie avec cette secte guleniste, est aujourd'hui au cœur d'une répression qui est devenue un peu folle, d'un pouvoir qui a perdu, il faut bien le dire, la tête. Le chef de la section littéraire de Cumhuriyet, qui s'appelle Turan Güney, qui a 71 ans, qui est connu de tous les écrivains et de tous les milieux littéraires mondiaux, parce qu'il passe son temps dans le salon du livre de Francfort, de Paris ou d'ailleurs, et lui est en prison depuis déjà 11 mois, et Bernard Pivot en France a accepté de le parrainer
dans le cadre d'une opération montée par la SCAM, qui est une société d'auteurs en France, parce que c'est quelqu'un qu'il connaît et dont il sait pertinemment qu'il n'est pas ce qu'on l'accuse d'être. Et cet homme, Erol Önderoglu, c'est le représentant de Reporters sans frontières en Turquie, qui est franco-turc, qui vient de passer plusieurs mois en prison, lui aussi accusé de terrorisme, sans le moindre fondement, sans la moindre preuve. Il a été libéré en libération provisoire, sous caution, grâce à l'intervention d'Emmanuel Macron, et il est en attente de procès d'ici la fin de l'année. Et c'est voilà, quelqu'un à qui nous apportons évidemment notre soutien plein et entier, car nous n'avons aucun doute de son innocence et de son intégrité. Alors souvent, le travail de Reporters sans frontières, vous en entendez parler lorsqu'il y a une affaire d'otage ou d'emprisonnement de journalistes. À droite, c'est Mathias Depardon, qui est un photographe français qui a été arrêté au printemps dernier en Turquie et qui a passé plus d'un mois en prison. Reporters sans frontières lui avait apporté son soutien et il a finalement été libéré. Et là, c'est au moment de sa libération, il est avec Christophe Deloire, le secrétaire général de l'organisation. Ensuite, nous avons eu Lou Bureau, jeune journaliste français. Là, l'histoire est encore plus rocambolesque, puisque Lou Bureau est interpellé à la frontière entre l'Irak et la Turquie. Il passe la frontière, on contrôle son identité, il n'y a pas de problème. Il va attendre un bus, et pendant qu'il attend le bus, les policiers font mettre son nom sur Google. Et il tombe sur un reportage qu'il a fait il y a 4 ans chez les Kurdes de Syrie. Et ils se disent, ah, mais ce type-là est suspect. Ils le prennent, ils regardent, il avait son ordinateur, ils trouvent des traces de ces interviews qu'il avait faites 4 ans auparavant avec les Kurdes de Syrie, et ils décident de l'accuser de complicité avec une organisation terroriste. Et Lou Bureau a passé 2 mois en prison en isolement, uniquement sur la base d'un reportage qui était passé sur TV5 Monde et qui n'était qu'un travail journalistique dans une situation... alors l'ironie dans tout ça, c'est que les Kurdes de Syrie sont soutenus par les États-Unis, l'allié de la Turquie, mais l'ennemi de la Turquie par le fait qu'ils sont liés à l'organisation turque PKK. Bref, tout ça est un maelstrom extrêmement compliqué, mais dans lequel des journalistes peuvent se trouver plongés par des concours de circonstances, mais avec des souffrances terribles. Lou Bureau, qui a 27 ans, qui est un jeune journaliste, a été tabassé pendant sa première semaine de détention. Il n'a pas voulu en parler à son retour, et c'est son père qui l'a dit. Parce que lui voilà, veut tourner la page. Ensuite, il a passé le reste de sa détention à l'isolement, tout seul. Et il disait une chose intéressante qui nous donne, nous, de l'énergie quand on entend ça, c'est que lorsque les gardes ont entendu que Emmanuel Macron avait demandé sa libération, ils ont changé d'attitude à son égard. Alors parfois on se dit, mais à quoi ça sert? On n'a aucune portée, aucune pression, aucun moyen de pression sur un pouvoir comme celui-là, etc. Et puis le fait que le pouvoir politique français prenne position clairement pour dire, voilà, nous considérons que cet homme est un journaliste et non pas un terroriste, change d'une part, dans un premier temps, l'attitude des gardes, et dans un deuxième temps, permet d'obtenir sa libération. Donc ce genre de campagne, sur lesquelles on est souvent un peu cynique, un peu sceptique, en disant mais à quoi ça sert, etc., ben, ça a quand même de l'impact. Alors une organisation comme RSF, il y a plusieurs activités, et l'une des activités phares et qui est aujourd'hui connue dans le monde entier, c'est ce fameux classement, l'index de la liberté de la presse, qui est aujourd'hui cité régulièrement dans beaucoup d'interventions, et qui permet, alors RSF a un réseau de plus d'une centaine de représentants dans le monde, donc dans tous ces pays, qui selon des critères qui se veulent les plus
scientifique possible, le mot est un peu excessif, mais, mais en tout cas le plus rigoureux possible, essaye de déterminer le niveau de liberté de la presse dans les pays du monde entier. Par exemple, la France est 39e dans ce classement, ce qui n'est pas très glorieux pour notre pays, qui pourrait faire beaucoup mieux. Mais vous avez évidemment des pays comme la Chine, le Soudan ou l'Arabie Saoudite, qui sont tout en noir dans ce classement et qui, eux, se retrouvent tout au bas de l'échelle du classement. Et en gros, tous les dirigeants que vous avez vus défiler il y a quelques secondes sont dans les pays qui sont soit en rouge, soit en noir. Et ce classement, c'est vraiment la partie la plus visible de l'action de RSF chaque année. Il est très attendu parce que chaque pays veut savoir s'il a monté ou descendu en termes relatifs par rapport à la liberté de la presse. Donc le RSF, c'est 11 bureaux à l'étranger qui vont de Rio à Taipei, à Washington, Londres ou Tunis. La prochaine étape, c'est d'en ouvrir un en Afrique subsaharienne dans quelques temps. Ce sont donc des bureaux de l'organisation qui font à la fois de l'information, ce qu'on appelle le plaidoyer, c'est-à-dire plaider la cause de la liberté de la presse, de la collecte de fonds aussi, parce que c'est une dimension importante pour toute organisation. Voilà donc les 4 activités principales pour une organisation internationale comme celle-ci. Le lobbying, c'est-à-dire renforcer les législations pour la liberté de la presse, intervenir pour la libération de telle ou telle personne, etc. Les campagnes de mobilisation, je vous ai parlé de nos bureaux ou de campagnes de ce type qui sont extrêmement importantes. L'assistance et l'aide juridique, c'est aussi une dimension très importante parce que vous avez des journalistes qui se retrouvent dans des pays ou dans des moments un peu compliqués et qui ne savent pas vers qui se tourner pour avoir des conseils, pour avoir de l'aide juridique, pour savoir exactement comment se sortir de certaines situations. Et le dernier volet qui est très important aussi, ce sont des formations à la cybersécurité. On sait aujourd'hui que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons sur le numérique peut être écouté, espionné, capté, etc. Il y a des règles très simples de sécurité qui peuvent être suivies, mais ça demande un peu de technicité. Et donc il y a des équipes de RSF qui font régulièrement des séminaires de formation au Kazakhstan ou dans d'autres pays pour expliquer comment, par quelques règles simples, on peut protéger non seulement soi-même, mais aussi ses interlocuteurs, parce que ce qui est toujours difficile, et moi pour avoir vécu, ne serait-ce qu'en Chine, vous avez toujours cette obsession de ne pas mettre en péril les autres. Moi, en tant que journaliste étranger, j'étais relativement protégé, je ne risquais pas grand-chose, sinon peut-être l'expulsion, mais ceux qui risquaient quelque chose, c'était les gens que moi, je pouvais mettre en danger par le simple fait qu'ils avaient des contacts avec les journalistes étrangers. Donc il y a quelques règles simples à faire pour, et c'est peut-être plus facile aujourd'hui qu'il y a 15 ans, pour protéger vos communications et protéger vos interlocuteurs. Et ça, c'est quelque chose que RSF a développé ces dernières années. Et là, des pétitions qui sont lancées, là en haut pour le journal du Mouriette et en bas pour un journaliste algérien qui appartient à cette catégorie de gens dont on parle très peu mais qui sont pourtant indispensables dans le fonctionnement du journalisme. Ce sont ce qu'on appelle les fixeurs, c'est-à-dire les gens qui aident les journalistes dans leur travail, qui ont les contacts, qui ont la logistique, etc. Et quand vous arrivez sans expérience ou sans contact dans des pays lointains, que ce soit à Kaboul ou à Bagdad, etc., vous avez besoin des fixeurs. Et les fixeurs sont des gens qui se mettent en danger parce qu'eux restent quand le journaliste étranger est souvent parti. Et là, vous avez le cas de ce journaliste algérien qui est
qui est en prison depuis voilà, juin dernier, et qui est en détention préventive depuis maintenant plus de 4 mois, donc sans jugement, etc. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde où on est volontiers critique vis-à-vis des journalistes, à juste titre, parce qu'aucun métier n'est au-dessus de la critique et au-dessus de tout soupçon. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue l'essentiel, c'est est-ce que, et peut-être se poser la question, est-ce qu'on serait dans un meilleur monde sans journalistes libres? Et la réponse, elle vient vite. Elle est évidemment négative parce que une information fiable, crédible et vérifiée, c'est comme l'oxygène, c'est indispensable pour le fonctionnement d'une société démocratique. Et on voit bien aujourd'hui où nous sommes submergés par cette question des fake news. Vous avez sûrement entendu parler de ça, en particulier au moment des élections américaines, qu'on est dans un univers où la confusion est peut-être la pire des armes contre la liberté de la presse. Parce qu'on n'a même plus besoin de tuer les journalistes, on les noie dans un univers où on ne sait plus ce qui est vrai du faux. Et je suis tombé il y a quelque temps sur une citation d'Hannah Arendt. Alors c'était toujours bien de citer Hannah Arendt dans une conférence, mais elle a dit quand même beaucoup de choses pertinentes, où elle expliquait, en termes un peu plus choisis que les miens, qu'à partir du moment où les gens ne croient plus en rien parce qu'ils ne savent plus à quel saint se vouer, on peut leur faire croire n'importe quoi. Et c'est ça le cœur de cette question de la liberté de la presse. Je vous remercie beaucoup. Is that you, the one that walks the riverside? Is that you that walks faltering through the night? Empties your gaze